Bonjour. Premièrement, merci à Françoise de m'avoir invité ici. Je dois dire que c'est assez impressionnant de parler d'astronomie à un public non spécialiste dans une salle pareille. Un peu intimidant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du grand relevé alpine. Donc quand Françoise m'a proposé de parler de ça, j'ai dit oula, ça va être compliqué de parler juste d'un programme d'observation en particulier. Et en fait, en y réfléchissant bien, ça donne l'opportunité de parler d'une façon différente d'astronomie, au lieu de prendre un thème sur une thématique comme un phénomène physique pour l'évolution des galaxies ou les instruments, puis ensuite les observations et la théorie. L'idée, c'est d'avoir une approche un peu orthogonale en disant, ben voilà, comment est-ce qu'on part d'une idée de questions scientifiques, on constitue des programmes d'observation, on fait ces observations, on les analyse et finalement ensuite on les interprète. Donc ça va être l'opportunité en fait de voir les choses d'une façon un peu différente dont on a l'habitude de le présenter d'habitude, et ça va donner une perspective un peu différente. Alors Alpine, c'est un programme qui a été fait par le télescope ALMA, dont on va parler juste après. C'est un exemple, hein, bien sûr. Il y a plein de programmes très intéressants qui étudient les galaxies, mais c'est quand même assez représentatif de la méthodologie qu'on va employer. Alors, je voudrais juste dédier cette présentation à la mémoire d'Olivier Lefebvre, qui était le PI, donc le responsable scientifique d'Alpine, mais qui nous a quittés pendant que nous faisions le programme. Donc voilà, je voulais quand même lui dédier cette présentation. Alors, commençons par le titre. Normalement, le titre n'était pas forcément celui qui vous parle le plus, donc je vais quand même poser déjà quelques définitions et vous expliquer de quoi on va parler avant d'aller dans le cœur du sujet. Alors, on parle de relevé alpine, et donc l'idée, c'est qu'est-ce que c'est qu'un relevé de galaxie. Donc François vous en a déjà parlé, je vais revenir un peu dessus pour ceux qui n'ont pas forcément suivi tout le cycle. Alors, j'ai essayé de trouver une définition que je vous propose. Je n'ai pas vu de définition de dictionnaire, de choses comme ça, donc c'est une définition qui vient de moi, donc ce n'est pas forcément une définition officielle. Et l'idée, c'est une observation systématique et homogène, soit d'une région du ciel, donc on regarde une région complète, on veut cartographier de façon complète et homogène, soit d'un échantillon d'objets astronomiques, mais qui ont été sélectionnés selon des critères précis, c'est-à-dire qu'on veut vraiment pas prendre des objets un peu n'importe comment, on veut comprendre comment ils ont été sélectionnés. Alors il y a toujours des biais quand on construit un échantillon, mais au moins on veut comprendre et caractériser ces choses-là. Ça peut être soit de la photométrie, donc on mesure juste le flux photométrique des objets dans des filtres, soit de la spectroscopie. Donc par exemple, vous avez les grands relevés photométriques, par exemple les amas qu'on a vus, c'est des relevés photométriques en fait autour. On peut aussi le faire dans des zones du ciel vide, où on peut sélectionner des objets particuliers qu'on connaît et mesurer par exemple leur spectre, comme par exemple les choses qu'on vous a montrées avec le SDSS et les grandes structures. Alors Alpine, vous voyez, c'est un acronyme en fait qui veut dire The ALMA Large Program to Investigate C2 at Early Times. Donc traduit en français, ça vous donne quelque chose comme Grand Programme ALMA pour étudier C2 à des époques précoces. Alors on va décomposer ça en plusieurs morceaux. Donc Grand Programme, ça veut dire que c'est un programme qui était relativement ambitieux en termes de nombre d'heures de télescope. Donc il y a des programmes qui sont relativement courts pour faire des petites choses. Et en général, quand à un moment on a une question un peu importante et qu'on a besoin d'investir beaucoup de temps de télescope, on essaie de construire des programmes un peu plus longs et ambitieux, mais par contre qu'on ait des objectifs scientifiques du coup un peu plus solides. Donc c'était un de ces premiers programmes qui a été fait sur ALMA. Donc ALMA, c'est un télescope micro-ondes, dont on va discuter un peu dans la deuxième partie. Donc pour étudier C2, donc C2 en fait c'est une notation pour désigner une raie d'émission des galaxies, du carbone ionisé dans le cas précis. On va voir pourquoi après aussi c'est intéressant. Et à des époques précoces, donc on va s'intéresser à des galaxies relativement tôt dans l'histoire de l'univers. Donc maintenant, je vais passer une heure à vous expliquer ce qu'on a fait, pourquoi, comment et ce qu'on en a appris. Alors juste avant de commencer à vous expliquer toute la démarche, je vais déjà vous donner les grandes lignes un peu de comment on constitue un programme observationnel et comment ça se passe. Donc, en général, on part des grandes questions de la discipline. Donc, par exemple, ça peut être des questions aussi larges que comment évoluent les galaxies, sur lesquelles on travaille depuis plusieurs décennies. On avance, mais on n'a toujours pas une réponse finale et on est très loin d'avoir tout compris. Donc là, bien sûr, il y a la théorie qui vient, les précédentes observations et toutes ces choses-là qui sont mêlées dans notre compréhension. Et avant de construire un programme, on ne peut pas partir de ça. Il faut définir des problématiques qui sont plus simples et plus ciblées. Par exemple, complètement au hasard, une question comme quel est le contenu en gaz des galaxies dans l'univers jeune? Ça, c'est une question auquel on va pouvoir répondre, pas forcément complètement, mais en tout cas donner un début de réponse avec un programme observationnel raisonnable.
Et ensuite, une fois qu'on a cette problématique, il faut définir un programme d'observation, c'est-à-dire, voilà, j'ai cette question-là, mais quelles sont les observations qui vont me permettre d'y répondre, sachant que les télescopes ne sont pas infiniment puissants, qu'on peut observer plein de choses différentes, plein d'objets différents. Donc en fait, quelle est la meilleure façon de répondre à cette question en construisant un programme observationnel? Donc là, déjà, il y a toute une réflexion à faire pour passer de la question scientifique à ça. Il faut être un moment honnête. Des fois aussi, on dit « Ah tiens, on a une nouvelle capacité avec tel télescope de faire telle chose, on va pouvoir répondre à de nouvelles questions. » Donc en fait, ce n'est pas qu'une flèche comme ça, il y a un peu une sorte de boucle de rétroaction qui se fait ici. Ensuite, une fois qu'on a une idée de programme, bien sûr, il faut réussir à convaincre les comités qui allouent le temps des télescopes de l'observer. Et ce n'est pas du tout quelque chose d'évident. Par exemple, sur ALMA, il y a à peu près 15 à 20% des programmes qui sont proposés qui sont observés. Donc il y a une énorme pression. Donc il faut écrire des demandes, convaincre. Alors, dans la majorité des cas, en fait, la demande est rejetée, mais souvent avec des commentaires, constructifs ou moins constructifs, ça dépend si on a de la chance. Alors, des fois, on revient juste à la définition du programme, on essaie de l'améliorer, et après quelques tentatives, alors soit on a vraiment amélioré, soit peut-être la chance joue un peu un rôle dedans, ça finit par passer. Soit des fois, on a des commentaires, on revient même à se dire peut-être que ce n'était pas la bonne problématique, et il va falloir repenser un peu ce qu'on veut faire. Alors ça dépend vraiment des cas. Et puis, un jour, la proposition finit par passer. Et dans ce cas-là, on réalise des observations. En général, on ne va plus observer nous-mêmes. Les observations sont souvent faites par les observatoires directement. On reçoit des données qu'il faut analyser. C'est des gros jeux de données, on parle de téraoctets de données. Ensuite, il faut les interpréter. Et on revient ensuite souvent à la théorie, au modèle et aux simulations. On a à nouveau une interaction avec théorie, modèle et simulation. Et puis ensuite, publier les résultats. Et souvent, dans ces résultats qu'on a obtenus, on va se poser également de nouvelles questions. On va partiellement ou complètement répondre aux questions qu'on s'est posées, souvent plutôt partiellement, mais en général, ça ouvre à des nouvelles questions. On va trouver des choses auxquelles on ne s'attendait pas, et ce qui engendre finalement à une nouvelle boucle qui va démarrer. Alors, je vais commencer par vous poser le contexte scientifique donc, de Alpine pour vous montrer un peu les questions qu'on se posait avant en fait, de demander l'observation de ce programme, qui place un peu le contexte scientifique général. Donc, c'est très proche de ce que vous avez vu lors de ce cycle. Donc, l'idée, c'est qu'on veut comprendre comment se forment les galaxies dans les grandes structures. Donc là, vous voyez les structures s'effondrer en fonction du décalage vers le rouge. Et donc, on a quand même une vision, je dirais, du côté théorique assez bonne de comment se passe cet effondrement des structures, en tout cas dans le cadre du modèle cosmologique standard. Après, il y a des débats sur quel modèle cosmologique utiliser, mais en tout cas, dans ce modèle-là, c'est quelque chose qu'on sait bien calculer. Par contre, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de tous ces petits halos et de toute cette petite bulle est beaucoup plus complexe, en fait, parce qu'une galaxie, c'est un système qui n'est pas du tout simple, comme François vous l'a montré. Vous avez de l'accrétion de gaz qui va remplir le réservoir de gaz de votre galaxie. Ensuite, ce gaz va s'effondrer, former des étoiles. Les étoiles vont ensuite exploser en supernova, ce qui peut éjecter du gaz. Et en plus, vous avez potentiellement un trou noir supermassif au centre de la galaxie qui contribue également à l'éjection de gaz. Donc, c'est des systèmes qui sont compliqués, avec du gaz qui rentre, du gaz qui sort. Et un des buts d'Alpine, en fait, est de se poser la question, quand on regarde très très tôt, à peu près 1 milliard d'années après le Big Bang, comment en fait se constituent ces réservoirs de gaz, comment se forment les étoiles et comment le gaz est éjecté très très tôt. Et en particulier, on s'intéresse finalement à des galaxies qui sont déjà relativement massives à l'époque et qui sont donc probablement dans des structures qui sont déjà assez massives, c'est-à-dire qui sont probablement dans des graines de choses qui seront plus denses plus tard, par exemple, qui vont devenir des groupes ou des amas de galaxies. Aussi, on se pose une question sur une période donnée. Alors, pour Alpine, on s'était défini une époque qui correspond à ce qu'on appelle la fin de la rayonisation. Donc ici, vous avez la recombinaison qui se passe 380 000 ans après le Big Bang. Donc c'est le moment en fait où l'univers devient neutre et transparent aux photons. Et après, il y a une grande période où l'univers est quasiment homogène. Et la gravité fait que les toutes petites hétérogénéités que vous voyez dans le fond cosmologique vont s'amplifier. Et vous avez ensuite, après quelques centaines de millions d'années, la formation des premières étoiles et des premières galaxies qui vont grossir. Ces galaxies vont émettre énormément de rayonnements ionisants qui vont en fait rayoniser le milieu intergalactique. Donc ça, vous aviez un séminaire de Dominique Aubert lors de ce cycle. Et ensuite, à la fin de cette période, vous avez déjà des galaxies relativement massives qui sont pour certaines plus massives que notre Voie lactée, seulement 1 milliard d'années après le Big Bang, donc ils se sont assemblés très vite.
et dans un univers qui a fini d'ioniser. Donc c'est une période un peu charnière parce que autant JWST va commencer à observer des galaxies vraiment très tôt dans l'ionisation, autant ici ce qu'on voit c'est des galaxies qui sont déjà relativement massives et on ne parle pas d'un objet un peu extraordinaire mais vraiment d'une population qui a déjà réussi à assembler une certaine masse et qui joue donc probablement un rôle dans la compréhension de la formation des galaxies les plus massives qu'on connaît. Alors ensuite, je vais juste rappeler quelque chose parce que je vais l'utiliser un peu tout le temps. On va parler en décalage vers le rouge assez souvent parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez pratique parce que le décalage vers le rouge, c'est de combien en fait l'univers s'est étendu entre l'émission et la réception du photon. Et en fait, ça ne dépend pas d'un modèle cosmologique. Alors que si on parle en temps, là, on doit supposer un modèle cosmologique. Alors l'idée, c'est qu'ici, vous avez une graduation qui va être en milliards d'années, et ici, en décalage vers le rouge. Donc en fait, alpine, ça va correspondre à quelque chose entre 6 et 4, qui correspondent entre 1 milliard et 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Voilà, donc le décalage vers le rouge, je vais aussi utiliser redshift en anglais, parce que j'ai toujours tendance à dire redshift, même dans une conversation en français. C'est donc causé par l'expansion de l'univers entre la réception et l'émission du photon. Donc s'il est émis, votre photon est bleu, l'univers s'étend, la longueur d'onde du photon augmente, donc ça va le rendre plus rouge. C'est pareil, un photon qui va être infrarouge lointain va être encore plus dans l'infrarouge lointain à sa réception. Et le rapport entre les deux, c'est finalement de combien c'est tiré l'univers entre le moment où vous observez votre objet et le moment où vous recevez la lumière. Donc ça vous dit exactement à quelle époque vous avez votre objet. Donc en fait, je vais assimiler temps et décalage vers les rouges de façon assez systématique dans les deux sens. Une des questions qu'on se pose sur ces galaxies relativement tôt, c'est de savoir comment est-ce qu'elles forment des étoiles et un peu comment ça se passe. Et ça, pour l'étudier, on n'a pas seulement besoin de la lumière visible, on a aussi besoin d'avoir accès aux longueurs d'onde infrarouges. Alors ici, c'est un exemple dans l'univers local qui illustre cette idée. Vous avez ici la galaxie d'Andromède, et donc vous voyez au milieu vous avez un bulbe qui est relativement blanchâtre, qui est constitué de vieilles étoiles, et puis autour vous avez des zones plus bleutées, où vous avez plus d'étoiles jeunes, en fait les étoiles massives, bleues, jeunes, mais qui vivent peu de temps, et qui vous disent qu'il y a eu de la formation d'étoiles récentes. Mais si vous regardez en infrarouge, en fait dans les zones sombres ici, vous avez l'impression qu'il n'y a rien, en fait vous vous rendez compte qu'elles émettent énormément en infrarouge. En fait ça vient du fait que les étoiles très jeunes émettent énormément d'ultraviolet, mais comme elles sont dans des cocons de poussière, cet ultraviolet est absorbé par la poussière, qui va ensuite réémettre cette lumière dans l'infrarouge. Et donc si on veut voir toute la formation d'étoiles, en particulier savoir où sont ces étoiles jeunes qui viennent de se former, on a besoin d'avoir également accès à l'infrarouge. Alors ça peut se formaliser de façon un peu plus propre. Alors l'idée, c'est de dire que l'émission UV de toutes les étoiles dans une galaxie, elle va être dominée par des étoiles jeunes massives, mais qui vivent peu de temps, hein, c'est 10 à 100 millions d'années. Et en gros, en mesurant ce budget de lumière UV, vous allez avoir une idée de la formation d'étoiles récentes. Quand je dis récente, hein, c'est 10 à 100 millions d'années, mais pour une galaxie, c'est vraiment une période très courte. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas mesurer la quantité totale d'UV venant des étoiles parce que vous avez une grosse partie qui peut être absorbée par justement la poussière. Donc, vous voyez ici en noir, c'est l'émission que vous auriez si vous n'aviez que des étoiles. Et à cause du gaz, de la poussière, selon la quantité de poussière que vous allez retrouver soit en bleu ici, soit en vert, soit en rouge. C'est-à-dire que ici c'est une échelle logarithmique, vous allez perdre quasiment un facteur 100 sur la quantité d'UV que vous allez avoir. Donc ici on est dans l'UV. Et puis là, on est plus loin dans le spectre électromagnétique, dans l'infrarouge. Cette énergie, votre poussière, elle ne peut pas stocker d'énergie. Ça serait impossible de le stocker à l'échelle vie d'une galaxie. Donc, elle va très légèrement chauffer et ensuite, elle va réémettre l'énergie reçue sous forme d'un rayonnement thermique. Alors, ce n'est pas un rayonnement thermique très chaud, en fait. Ça correspond à quelque chose de l'ordre de 20 à 50 Kelvin. Donc, c'est de la poussière très froide. Et ça correspond à une émission qu'on trouve dans l'infrarouge lointain aux alentours de 100 microns de longueur d'onde. Donc c'est quasiment 2 ordres de grandeur, même plus que 2 ordres de grandeur, au-delà du rouge. Donc c'est de la lumière déjà à très grande longueur d'onde, mais on n'est pas encore tout à fait dans les micro-ondes. Et donc ensuite, si on veut estimer pour une galaxie donnée quelle est la quantité d'étoiles qui se forment, une des façons de faire, c'est de dire, voilà, je vais prendre l'ultraviolet qui est sorti de la galaxie, je vais le sommer avec la quantité d'infrarouge. Alors, il y a des facteurs de conversion que je vais vous épargner, et en fait, ça permet d'accéder au taux de formation d'étoiles, c'est-à-dire le nombre d'étoiles, en fait, la masse d'étoiles formées par an dans cette galaxie. Et donc, on va vouloir combiner les deux. Alors, pour les galaxies distantes, en fait, avant Alpine, on se posait quand même pas mal de questions sur justement la partie infrarouge.
Ici, vous avez la densité de formation d'étoiles dans l'univers. Donc l'idée, c'est que vous prenez un volume d'univers et vous faites la somme de toute la quantité d'étoiles formées, donc le nombre de masses solaires d'étoiles formées par an et par unité de volume d'univers. Donc si vous prenez ce que vous voyez dans l'ultraviolet, donc ici, décalage vers le rouge de 0, donc vous êtes dans le présent, et ici, vous êtes un décalage vers le rouge de 6 dans le passé, environ 1 milliard d'années après le Big Bang, c'est-à-dire il y a 13 milliards d'années. Alors pour l'ultraviolet, ça avait été déjà bien mesuré dès 2007, je crois, ces points-là, peut-être 2010, ça a été réaffiné, mais c'est dans ces eaux-là. Il y avait des très bonnes mesures de ça, et on voyait que l'ultraviolet augmente, et à cette courbe-là. Par contre, ce qu'on sait aussi depuis d'abord jusqu'à décalage vers le rouge de 1 avec le satellite ISO et Spitzer, et puis ensuite avec Herschel, on est monté jusqu'à un décalage vers le rouge de 3, c'est que l'infrarouge, c'est-à-dire cette formation d'étoiles qui a lieu dans les cocons de poussière, on ne voit pas l'ultraviolet directement, c'est absorbé par la poussière et réémis. En fait, ça compte plus en termes de budget que l'ultraviolet, même jusqu'à un décalage vers le rouge de 3 qui correspond à quelque chose à peu près 3 milliards d'années après le Big Bang. Et ensuite, après, il y avait plein de points en fait, de mesure, mais comme ils n'étaient pas d'accord entre eux, j'ai préféré mettre un gros point d'interrogation pour montrer qu'en fait, il y avait vraiment besoin de mesures relativement systématiques de ces choses-là. Et en fait, ça pose une question assez complexe, c'est qu'on sait de toute façon que la poussière, elle ne peut pas être un décalage de rouge vers le rouge de 10, ça va être compliqué d'avoir de la poussière. Parce que la poussière, c'est composé d'éléments lourds. Enfin, lourd, c'est pas très très lourd, hein, mais c'est quand même ni de l'hydrogène ni de l'hélium. Il faut donc qu'il y ait une première génération d'étoiles pour les former. Et donc se pose la question, à un moment, quand est-ce que l'UV va arrêter de dominer? Parce qu'on sait qu'à très grand décalage vers le rouge, c'est forcément, on va voir l'UV directement, il n'y aura pas de poussière. Puis à un moment, l'infrarouge va commencer à arriver, mais quand est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est un décalage vers le rouge de 4, de 6, de 10? Ça restait une question qui était encore ouverte. Et l'autre question subsidiaire, c'était, au-delà de 3, on n'avait pas beaucoup de contraintes sur l'infrarouge. Est-ce que finalement on loupe une grosse partie de la formation d'étoiles? Est-ce qu'on loupe quelques galaxies, mais c'est important pour les détails fins du modèle d'évolution des galaxies, mais pas fondamental? Ça, c'est une question qui restait relativement ouverte. L'autre question qui est liée à la formation d'étoiles, c'était aussi la question des réservoirs de gaz. Parce que pour former des étoiles, il faut du gaz, parce qu'il faut que du gaz s'effondre pour former des étoiles. Donc c'est d'une certaine façon votre carburant. Et on sait qu'il y a des galaxies dans l'univers relativement jeune, à grand Z, qui forment beaucoup d'étoiles. On parle de plus de 100 masses solaires par an pour certaines galaxies massives. On peut voir que c'est un ordre de grandeur et demi fois plus que notre Voie lactée. Donc ça se passe très vite, ça forme beaucoup d'étoiles. Et on s'est longtemps posé la question en fait, de savoir si c'était dû au fait qu'il y avait d'importants réservoirs de gaz, c'est-à-dire qu'elles sont plus riches en gaz que les galaxies aujourd'hui, notamment par exemple parce que l'accrétion de matière pourrait se faire beaucoup plus vite, donc il y a beaucoup plus de baryons disponibles, donc on peut constituer rapidement des réservoirs de gaz, ou plutôt est-ce qu'on a un temps de conversion du gaz en étoile qui est plus court, donc on convertit plus vite le gaz en étoile, ce qui aboutit aussi à des taux de formation d'étoiles plus élevés. Et ça, par exemple, ça a été observé dans l'univers local dans des fusions de galaxies, et comme on sait qu'il y a beaucoup de fusions à des époques reculées, on peut aussi penser que ça joue sur ce phénomène. Alors, une des façons de tester un peu ces deux scénarios, c'est de regarder finalement quel est le contenu en gaz des galaxies aux époques les plus reculées. Et donc ici, vous avez la fraction de gaz en fonction du décalage vers le rouge. Donc on savait en fait que d'aujourd'hui jusqu'à environ un décalage vers le rouge de 3, on avait une augmentation très forte de la fraction de gaz, d'environ 5 à 10% jusqu'à quasiment 50%. Et il y avait des discussions sur un potentiel aplatissement après un décalage vers le rouge de 3. Et Alpine, en fait, est dans cette zone-là. Donc on voulait vraiment aller tester si on avait ou non cet aplatissement qui était suggéré, qui a des implications également sur le contenu en gaz des galaxies et comment elles forment des étoiles. Une autre chose auquel on voulait répondre avec ce programme, c'était la cinématique du gaz, comment le gaz bouge dans ces systèmes. En effet, quand vous observez des raies d'émission d'objets, vous n'allez pas voir une raie infiniment fine. Vous allez voir quelque chose comme ça avec un profil. Donc, à la base, votre profil, vous allez l'observer en fonction de la fréquence ou de la longueur d'onde. C'est la même chose dans un sens ou dans l'autre. Mais cette fréquence ou cette longueur d'onde, vous pouvez en fait la convertir en une vitesse. C'est-à-dire que votre vitesse, si vous êtes exactement à la vitesse de référence du système, donc typiquement, on pourrait se dire au barycentre un peu du système,
ben, vous avez une fréquence de référence, la fréquence où vous attendez à trouver votre ray, et vous devez être exactement à cette fréquence, donc vous avez une vélocité nulle par rapport au système. Mais si le gaz est légèrement en train de se déplacer ou non par rapport au barycentre du système, vous allez avoir une fréquence très légèrement différente, et donc ici ça va vous dire je vois du gaz qui émet à une vélocité de moins 500 par rapport au système ou à plus 500, donc soit qui se rapproche de vous, soit qui s'éloigne de vous. Et donc vous avez ici le cœur de l'arrêt qui en général va vous renseigner sur la dynamique du système. À l'ordre 0, l'idée c'est que ça va être lié à la fois à sa masse, à la fois également à sa taille et aussi potentiellement s'il y a une inclinaison ou non. Mais des gens ont également observé qu'il y a des choses qui se passent aussi à beaucoup plus haute vitesse. Par exemple, ici et ici, c'est une raie de CO d'un quasar. Ils voient des composantes de vitesse jusqu'à quasiment 1000 km par seconde, plutôt autour de 500 là, qui ont été discutées comme étant potentiellement des éjections de gaz. Donc ça, c'est des choses qu'on voulait voir si on voyait ça aussi apparaître dans des galaxies qui ne sont pas des galaxies avec un noyau actif, pour voir si on a déjà très tôt dans l'histoire de l'univers des mécanismes d'éjection de gaz qui sont en place et qui pourraient réguler les réservoirs des galaxies. Alors maintenant, je vous ai introduit le contexte scientifique, mais ensuite, il y a une deuxième chose importante, c'est l'instrument qu'on a. On peut avoir des idées scientifiques fabuleuses. Si on n'a pas un télescope qui a les moyens de tester ces théories, ça devient difficile de pouvoir tester ces théories. Et donc, bien sûr, pour ce programme, on a bénéficié d'un instrument fabuleux qui est ALMA. Donc ALMA, c'est une collaboration entre l'ESO, l'Observatoire européen austral, donc qui coordonne plusieurs télescopes installés au Chili et qui sont des télescopes donc, européens, la NRAO, l'Agence de radioastronomie américaine, et la NAOJ, qui est la contrepartie japonaise. Ensuite, donc ALMA est installé à 5000 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama au Chili, donc un endroit extrêmement sec, et on est également à extrêmement haute altitude. On va voir tout de suite pourquoi c'est important. Et donc il y a un réseau principal de 50 antennes de 12 mètres de diamètre qui a une configuration variable, c'est-à-dire que des fois les antennes sont très proches les unes des autres, sur quelques centaines de mètres, et des fois on espace les antennes jusqu'à environ une dizaine de kilomètres. Et puis il y a quelques réseaux d'antennes complémentaires dont on ne va pas parler aujourd'hui. Et ALMA, c'était vraiment une révolution par rapport à la génération précédente, avec une sensibilité qui était quasiment un ordre de grandeur plus élevé dans le domaine submillimétrique. Donc ça a vraiment révolutionné les observations dans ce domaine de longueur d'onde. Alors pourquoi on observe dans cet endroit-là? Alors ici, vous avez l'opacité de l'atmosphère. Donc quand c'est à 100%, il n'y a rien qui passe, donc vous ne pouvez rien observer du sol. Et quand c'est à 0, vous pouvez observer. Alors vous avez des trous ici pour la lumière visible, c'est pour ça qu'on peut faire de l'astronomie visible, c'est aussi pour ça qu'on voit quelque chose, c'est plutôt pratique, parce que la lumière du soleil arrive jusqu'à nous. Ensuite vous avez quelques fenêtres dans l'infrarouge proche, et puis ensuite il y a une sorte de grande zone là dans l'infrarouge lointain, où il n'y a quasiment rien qui passe, et puis ça commence à se réouvrir, et puis ensuite vous avez les fenêtres radio. Alors même ici, dans cette zone où il n'y a quasiment rien qui passe, en fait, autour d'1 millimètre, mais ALMA, rappelez-vous, il n'est pas situé au niveau de la mer. Il est situé à 5000 mètres d'altitude, donc vous avez la majorité de l'atmosphère qui est sous vos pieds. Et en plus, vous êtes dans un endroit très sec et c'est essentiellement la vapeur d'eau qui absorbe le rayonnement. Donc en fait, la combinaison de ces deux choses-là fait que vous avez une transmission qui est raisonnable et donc vous pouvez observer des choses que finalement vous ne pourriez pas observer, par exemple de Nancy ou de quelque part en France au niveau de la mer. Alors ensuite, une autre chose qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi on parle de réseau d'antennes et pas de télescope individuel. Pourquoi cette technologie est un peu différente? En fait, ça vient d'un phénomène de physique assez simple qui est le phénomène de diffraction. En fait, quel que soit votre télescope, vous n'aurez jamais, même si vous avez une optique parfaite, un point parfait lorsque vous avez un objet parfaitement ponctuel. Ce sera toujours une tache à cause de la nature ondulatoire de la lumière. Et la taille de cette tache, en degrés, elle sera liée directement à la longueur d'onde à laquelle vous observez et au diamètre de votre télescope. Alors pour quelque chose comme Hubble, qui fait 2,50 m de mémoire de diamètre, si vous avez une résolution de 0,06 en théorie dans le jaune, en pratique vous avez les tailles de pixels, etc., c'est un tout petit peu moins bon si je me rappelle bien, mais vous pouvez observer des détails extrêmement fins. Il faut voir qu'une galaxie, sa taille, c'est environ une demi-arc seconde, une arc seconde, donc vous pouvez vraiment, même sur des galaxies très distantes, voir le détail de la morphologie d'une galaxie. Si vous vouliez faire ça à 1 mm de longueur d'onde, dans le domaine micro-ondes où on veut observer avec ALMA, il vous faudrait un télescope de 4 km de diamètre pour avoir la même résolution. Donc c'est complètement impossible.
Et donc, il faut utiliser d'autres techniques. Alors la technique, c'est l'interférométrie, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs antennes micro-ondes. Alors on n'a pas besoin d'un miroir aussi poli qu'en optique, parce qu'on s'intéresse à des longueurs d'onde plus longues. Donc en fait, il vous faut une précision de surface dans environ de 20 microns. Donc en fait, ça ne va pas être une surface qui va être polie pour nous dans le visible, mais qui va être suffisamment lisse pour réfléchir les micro-ondes. Et en fait, si elle était polie, ça serait même un problème, parce qu'elle reflèterait la lumière du soleil et on pourrait avoir des problèmes. Donc là, en fait, c'est très légèrement dépoli volontairement. Et ensuite, vous allez combiner ces antennes et en fait, la taille du télescope virtuel que vous allez fabriquer va correspondre grosso modo à l'espacement entre les antennes les plus éloignées. Donc si vous mettez des antennes espacées de jusqu'à 4 km sur votre plateau, vous allez avoir une résolution qui va pouvoir être de l'ordre de celle de Hubble ou du GWST. Par contre, il y a quand même une limite à ça. Vous pourriez vous dire, ah ben, on n'a qu'à mettre des antennes extrêmement loin les unes des autres, ça va être super. Mais en fait, vous avez le problème que la surface collectrique effective, c'est juste la somme de celle de ces antennes. Donc plus vous espacez votre télescope virtuel, et puis finalement, plus vous allez avoir des trous et peu de surface de collecte. Donc vous allez en fait avoir un problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir détecter les objets qui vont avoir une faible brillance de surface. Donc vous voyez que des objets très compacts, très brillants, mais vous allez louper tout le reste. Et donc, quand on fait de l'interférométrie, il faut bien choisir la configuration, d'où l'idée que ALMA, en fait, s'étend et ensuite redevient compact au cours du temps. Donc, on bouge les antennes en permanence. Selon le problème sur lequel vous voulez travailler, le type d'objet, vous allez vouloir justement aller chercher des configurations différentes parce que vous ne voulez pas forcément la meilleure résolution angulaire. Vous pouvez parfois vouloir de la sensibilité. Et dans ce cas-là, vous voulez rapprocher vos antennes. Alors, je vais vous faire une petite parenthèse juste mathématique pour vous expliquer que ça, c'est lié à des choses mathématiques qui sont cachées derrière. En fait, la réponse d'un interféromètre, donc si vous combinez le signal venant de deux antennes, donc ici vous avez un nuage astrophysique qui émet des ondes électromagnétiques, et ici vous avez donc les ondes électromagnétiques qui arrivent, donc avec deux rayons, et le signal, quand il va arriver sur vos antennes, si vos antennes sont espacées ici, vous avez une différence de trajet ici qui va faire que le signal va arriver avec un délai, et donc vous allez avoir finalement une différence de phase entre vos deux antennes. Et donc ça, en fait, on peut ensuite détailler ça et bien faire le calcul, et on peut montrer qu'en fait la réponse de l'interféromètre, elle va être liée à deux choses. D'une part, la géométrie du système, en fait, quel est l'espacement entre vos antennes et dans quelle direction vous observez, qui va créer cette différence de phase. Également, quand vous regardez un nuage complet, il va y avoir des zones qui vont être dans différentes directions, donc ça va aboutir à des différences de phase très légèrement différentes. Et ça, en fait, ça ressemble à quelque chose comme ça, où ici, vous avez l'intensité émise par votre nuage en fonction de la position par rapport à une référence, et un terme ici en EIKB sigma, et en fait, ça, c'est exactement une transformée de Fourier. C'est-à-dire que une paire d'antennes dans un interféromètre va mesurer en fait un point dans l'espace de Fourier de l'image du ciel. Et donc finalement, reconstruire une image à partir d'un interféromètre, ça revient à faire une transformée de Fourier inverse. Ça pourrait paraître simple comme ça. Après, en pratique, il faut quand même faire attention parce que vous avez un nombre fini d'antennes et donc vous avez un nombre fini de paires. Donc ici, là, on voit un diagramme. Vous voyez tous les points dans l'espace de Fourier qu'on peut reconstruire avec ALMA pour une observation. Alors, ce n'est pas juste un point, parce qu'en fait, comme vous avez une rotation de la Terre, lorsque votre source passe au-dessus de l'interféromètre, vous allez légèrement en fait, changer d'angle, et donc en fait, au cours du temps, vous avez sondé plusieurs points de l'espace de Fourier. Mais vous voyez, tout n'est pas rempli, il y a plein de trous. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on est loin dans l'espace de Fourier du centre 0, 0, on est en train de regarder les petites échelles. Donc en fait, ces petites échelles vont être perdues si on n'a pas des lignes de base assez importantes. Donc ça, c'est la résolution limite. Et donc c'est la façon un peu plus propre d'expliquer la résolution qu'on va obtenir avec vos télescopes, qui est l'équivalent finalement de la diffraction, mais pour les antennes les plus éloignées. Et également, on le voit un peu moins bien ici, mais au centre, vous avez souvent un trou, et ce qui correspond en fait aux très grandes échelles. En fait, un interféromètre ne va pas être capable de récupérer le signal moyen et ni des signaux aux très grandes échelles. Donc, s'il y a de l'émission diffuse d'une galaxie, on a tendance également à la louper. Donc, quand on fait des observations, il faut déjà bien réfléchir quelle est la taille caractéristique de mon système, qu'est-ce que je veux faire, et donc on va devoir observer
avec l'interféromètre dans une configuration précise pour pouvoir faire ces observations. Donc vous voyez que avant même de dire je vais observer tel objet, il y a une réflexion déjà à avoir sur quelle est la nature de mon objet, qu'est-ce que je veux chercher comme signal, est-ce que si je perds telle échelle c'est grave, etc., etc. Alors maintenant je vais rentrer plus dans le vif du sujet, de vraiment comment on a construit en détail ce programme. Et je vais commencer par le choix du traceur astrophysique qu'on a voulu étudier, qui est l'arrêt du C2 à 158 microns. Alors, on voit ici un nuage de gaz ultra simplifié, où vous avez ici des étoiles massives qui émettent plein de rayonnements ultraviolets, et autour de ces étoiles massives, votre gaz va être ionisé, donc vous allez avoir différentes raies d'émission dans l'infrarouge lointain que vous allez pouvoir trouver. Et ensuite, quand vous allez aller plus dans des nuages de gaz dense, vous allez avoir d'abord une phase atomique, puis moléculaire, puis ensuite du gaz moléculaire dense. Et plus vous allez dans le gaz moléculaire dense, et plus vous allez avoir des molécules complexes, vous savez, en rotation. Et C2, lui, va vivre, ce qui est intéressant, entre la phase ionisée et la phase atomique, voire même déborder un peu sur la phase moléculaire. En fait, ça vient du fait que le carbone est plus facile à ioniser que l'hydrogène, et donc vous allez avoir du carbone ionisé relativement profond. Donc en fait, C+, en fait, ça désigne une raie d'émission du carbone ionisé, qui est en fait une raie de structure fine, donc qui est liée en fait au spin de l'électron et ensuite au moment orbital. Et donc en fait, vous avez deux niveaux d'énergie, et c'est la transition de ces niveaux d'énergie. Donc c'est une raie qui est quand même relativement facile à exciter, et il suffit d'avoir en fait du carbone plus, et vous allez pouvoir le voir. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique. Il a été proposé à la fois comme un traceur du gaz, parce qu'il vit dans plusieurs phases du gaz, et donc il est proportionnel, si vous moyennez sur des grosses galaxies à peu près, à la quantité de gaz totale, et également à la formation d'étoiles. Mais comme la formation d'étoiles est liée au réservoir de gaz, c'est un peu un problème de poule et d'œuf, donc on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est une des raies les plus brillantes des galaxies, et donc si on veut observer des galaxies très lointaines, forcément on va devoir regarder des choses brillantes, sinon ça va être très difficile à observer. Vous voyez ici la raie du C+, qui brille comme énormément là où elle est. Et l'autre chose qui était super aussi avec C+, c'est que elle a un décalage, dès qu'on a un décalage vers le rouge au-dessus de 4, alors au début elle est à 158 microns, elle n'est pas du tout observable du sol, l'atmosphère est complètement opaque, mais elle se décale doucement vers 1 mm dès que vous arrivez à redshift de 4 ou 5, et là d'un coup ça devient possible de faire des observations du sol, et donc c'est beaucoup plus facile que de le faire en espace. Il faut voir que C+ a été observé également depuis l'espace, mais pour des objets dans l'univers local par le télescope spatial Herschel, mais la sensibilité ensuite n'est pas suffisante pour observer des objets lointains. Donc on a un peu un trou en fait entre l'univers très distant et l'univers très local, où on n'a pas vu C+ trop en dehors de ces deux régimes. Apps. Donc ensuite, une des choses qui était intéressante sur Alpine, c'est qu'on n'avait pas seulement une raie à observer, on avait la chance que, en plus de cette raie, autour, vous aviez également l'émission de la poussière. Il va falloir que l'émission de la poussière, contrairement à une raie d'émission qui a une fréquence très précise, elle est beaucoup plus lisse en fonction de la longueur d'onde. Donc ici, vous avez la longueur d'onde, ici, vous avez le flux, et puis vous voyez, ça varie. Alors, ce n'est pas tout plat, mais ça, sur plusieurs ordres de grandeur, vous avez une variation qui est quand même finalement relativement limitée. Et une des choses qui est intéressante dès qu'on regarde des galaxies distantes aux longueurs d'onde qu'on utilise avec ALMA typiquement, c'est que finalement, quand l'on soit un décalage vers le rouge de 2 ou de 8, le flux de la galaxie va être quasiment le même. En fait, l'objet s'éloigne, donc forcément il est moins lumineux, mais comme on l'observe plus proche du pic d'émission, en fait ça compense, et on a finalement un flux qui dépend assez peu de la distance à luminosité constante. Donc ça, c'est une propriété qui était intéressante. Et l'autre chose, c'est que comme on est plus proche du pic d'émission de la poussière, en fait, on peut ensuite, à partir de la mesure du flux à une longueur d'onde donnée, extrapoler la luminosité infrarouge totale dont je vous ai parlé au début, et donc en déduire le taux de formation d'étoiles qui est obscurci par la poussière, et donc avoir une mesure finalement de cette formation d'étoiles qui a lieu dans la poussière, et donc de compléter les observations qui avaient été faites précédemment dans l'ultraviolet. Alors ensuite, voilà, on a l'idée, on sait quelle raie on va observer, on a un super télescope, et donc il faut choisir ensuite quels sont les paramètres qu'on va utiliser pour ces observations. Alors ça, c'est quelque chose comme ça paraît évident, mais on passe beaucoup de temps à réfléchir là-dessus.
Par exemple, qu'est-ce qu'on veut quand la résolution angulaire? Est-ce qu'on veut un interféromètre en configuration compacte pour être très sensible au flux total, ou est-ce qu'on veut voir des détails fins de l'objet en utilisant une configuration plus étendue? Alors là, comme on était dans le but de détecter pour la première fois l'émission du CO2 dans des objets, on ne voulait pas prendre de risques, et donc on voulait détecter le flux total, donc on est dans les configurations les plus compactes possibles. La résolution spectrale, ce n'était pas trop un problème parce qu'en fait, on s'attendait à avoir des objets à des très grands décalages vers le rouge. Donc en fait, on a pris le minimum qui nous permettait déjà de très très bien échantillonner l'arrêt et qui fait qu'on n'avait que 3 téraoctets de données à traiter. Si on avait choisi une plus grande résolution, ça aurait été encore beaucoup plus. Et ensuite, une des choses fines à choisir ensuite, c'est finalement le temps d'intégration, combien de temps on va passer à observer chaque objet et qui est directement lié à la sensibilité qu'on va obtenir. Alors ça, c'est un compromis qui est complexe parce que si vous voulez beaucoup de sensibilité, il va falloir passer beaucoup de temps sur les objets et donc votre programme va être peut-être potentiellement trop long et donc non réalisable, ou va falloir observer peu d'objets, mais ce qui veut dire que potentiellement votre échantillon n'est pas statistiquement significatif. Et si vous passez trop peu de temps, vous pouvez avoir seulement une très faible fraction des objets qui sont détectés, uniquement les plus brillants, ce qui est aussi un problème. Donc là, il y a un compromis à trouver. On a passé pas mal de temps à faire ce compromis. Et une des idées, c'est qu'en fait, derrière la sensibilité, elle va être liée à la fois à la température du système, donc elle est liée à la fois à l'atmosphère, à vos détecteurs, et également à la racine du temps d'intégration. Donc si vous voulez aller 2 fois plus sensible en sensibilité, il faut passer 4 fois plus de temps. Donc vous voyez que c'est très vite, très cher de gagner en sensibilité. Et donc il faut vraiment choisir la sensibilité minimum qu'il vous faut pour pouvoir faire la science que vous voulez faire. Alors, la température système, c'est quelque chose avec lequel on peut également jouer. Hein. On ne peut pas changer les caractéristiques du télescope, mais par contre, on peut choisir où on observe. Et ici, par exemple, on voit la transmission de l'atmosphère en fonction de la fréquence. Donc la bande en jaune ici, qu'on ne voit pas forcément aussi bien que sur mon écran, c'est la zone en fait qui correspond là où est le carbone 2, au décalage vers le rouge du programme Alpine. Et on voit en fait qu'on a une très bonne transmission jusqu'ici. Ensuite, ça tombe très fort, et puis ensuite, ça remonte. Alors, en rouge, c'est pour un très beau temps, et en bleu, pour un temps un peu moins beau. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que, bon, que ça soit beau ou mauvais temps, ça change un petit peu, mais ce qui était important, c'est de surtout pas être dans cette zone où la transmission s'écroule. Et donc, en fait, on a décidé d'observer dans cette zone-là, au-dessus et en dessous, en fait, de cette zone de mauvaise transmission, qui nous a permis, en fait, de gagner énormément de temps sur le temps d'observation totale. Alors, c'est plein de petites astuces comme ça qu'on doit utiliser pour transformer un programme qui pourrait prendre une centaine d'heures, et avec plein de petites astuces comme ça, on arrive à descendre pour Alpine à 70 heures, et ce qui rend le programme ensuite plus facile à accepter, parce qu'on fait la même science avec moins de temps, donc ensuite tout le monde est content. Alors dernière grosse étape ensuite, c'est de choisir un échantillon. Ça, c'est pas facile parce qu'on veut étudier des galaxies à grand décalage vers le rouge, et si on veut faire de la spectroscopie, il faut connaître très précisément le décalage vers le rouge des objets. Donc il faut qu'il y ait déjà de la spectroscopie qui a été faite. Et Alpine, en fait, c'est l'alliance de 2 programmes concurrents. Un qui avait un gros leadership au LAM, qui s'appelle VUDS, qui étudiait avec VIMOS, qui est un instrument au VLT, des spectres de galaxies très distants, et aussi un programme des concurrents qui était fait avec le Keck, en particulier avec beaucoup de gens de Caltech et d'IPAC, qui avait également constitué un échantillon. Et en fait, on n'a pas tant d'objets qui sont fiables, bien connus, bien documentés, dont on était sûr des décalages vers le rouge qui pouvaient aller dans l'échantillon. Et donc en fait, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu un rassemblement de ces 2 grands échantillons pour combiner un peu ce qu'on avait et de finir par construire une liste finale de 118 candidats fiables entre un décalage vers le rouge de 4 et de 5,9. Donc c'est typiquement un cas en science où vous avez 2 groupes concurrents qui ont chacun été de leur côté demander du temps à ALMA, ça s'est mal passé, et en fait ils se sont alliés, ils ont construit un grand programme, et finalement c'est quand ils ont réussi à joindre leurs forces qu'il y a eu une sorte de dynamique qui a fait qu'on s'est dit allez c'est parti on y va, ça a motivé tout le monde, et finalement la science est finalement sortie non pas de la compétition, mais d'un moment du fait que cette compétition, cette émulation s'est en fait transformée en collaboration. Alors maintenant, je vais rapidement vous raconter ce qui se passe au niveau des observations et de la réduction des données. Je vais passer relativement vite, mais pour donner un peu un parfum d'à quoi ressemble cette phase de l'analyse. Donc la première chose à faire, c'est, on n'y pense pas comme ça, mais c'est de vérifier que ce qu'on a envoyé lors de la demande, tous les paramètres sont corrects, on n'a pas fait d'erreur, parce qu'il faut savoir qu'ALMA, hein, c'est 30 à 40 kilo € par heure d'observation. Donc si vous envoyez un objet avec les mauvais paramètres, c'est un gâchis énorme, on va dire. Et donc on vérifie. Ensuite, on envoie à l'observatoire.
Alors après, c'est compliqué parce qu'on ne va plus observer nous-mêmes. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que les observations vont être réalisées par un ou une astronome de service. Et en fait, quand les conditions, à la fois météo, mais aussi la configuration de l'interféromètre en termes de est-ce qu'il est étendu ou compact, en fait, quelles sont la position des antennes, quand tout est réuni et qu'il n'y a pas de programme de plus haute priorité qui doit être fait avant, poum, on lance les observations. Et en fait, vous recevez un email qui vous dit on a lancé l'observation de 2 sources du programme, blablabla. Ensuite, environ quelques semaines plus tard, en fait, les données sont analysées, vérifiées par l'observatoire. Il y a toute une calibration qui est faite de façon semi-automatique par ce qu'on appelle un pipeline de données. Et si c'est bon, c'est envoyé aux équipes qui font ensuite l'analyse scientifique. Donc il y a toute une distribution ensuite pour ramener, rapatrier les données en Europe, mais aussi sur les autres continents dans les archives. Et si c'est de mauvaise qualité, il faut réobserver. Alors ensuite, il y a tout un travail ensuite de transformer les données que vous allez recevoir, qui sont en fait des points dans l'espace de Fourier, de façon assez grossière, en quelque chose dont vous allez pouvoir faire une analyse scientifique. Donc l'idée, c'est de faire des reconstructions, essentiellement les transformer de Fourier inverse, mais c'est un petit peu plus compliqué, il y a des problèmes de déconvolution et des choses comme ça. Et à partir de ça, vous allez consulter le cube de données pour la spectroscopie. Donc vous allez avoir les 2 dimensions spatiales, donc dans quelle direction vous regardez, et également une dimension en fréquence. Donc dans chaque direction, vous allez avoir un spectre. Et à partir de ça, vous pouvez extraire par exemple le spectre d'un objet. Donc ça, c'était un spectre qui était fait par notre script de préanalyse des données, donc qui était quelque chose de complètement automatique qui nous permet de rapidement voir ce qu'on avait dans nos données. Et vous voyez ici une superbe raie du C++, qu'on voyait ici. Alors par contre, des fois on a eu des surprises, c'est-à-dire qu'on avait écrit un programme en se disant on sait que la vitesse des raies ça va être environ 0 km par seconde, donc on va juste écrire un programme automatique qui va extraire une raie qui se situe dans ses alentours. Et en fait dans la vraie vie, on a vu un gros décalage et sur beaucoup d'objets. Alors on s'est fait assez peur parce qu'on pensait les redshifts spectroscopiques relativement fiables. Et on a fini par comprendre, et en fait c'était quelque chose d'intéressant, c'était qu'en fait les raies d'absorption dans l'UV qui étaient utilisées pour mesurer le décalage vers le rouge, elles viennent de gaz qui sont éjectés, qui sont devant, et qui ne sont pas à la même vélocité que le C+, qui est lui le réservoir de gaz de l'objet. Et en fait, cette chose-là qui nous a fait avoir quelques sueurs froides au tout début de l'analyse des données, c'est devenu un article scientifique et on en a appris quelque chose. Comme quoi, des fois, par hasard, on trouve des choses amusantes. Alors ensuite, tout le monde ne veut pas forcément travailler sur des cubes, des spectres, des images. On veut des fois réduire une galaxie à quelques quantités, en particulier pour des études d'échantillons. Donc on mesure des spectres, on produit aussi des cartes d'émission, de la poussière ou du C2. Ici, par exemple, vous avez plein de cartes d'émission. Ça, c'est de la poussière. Et ensuite, on fait des mesures du flux, donc finalement la quantité d'énergie qu'on reçoit à la fois pour le continu, donc la partie lisse, la poussière, et le C2. Et c'est à partir de ces quantités-là qu'on va ensuite pouvoir discuter de la nature de ces objets. Et autre chose qui était amusante, c'est aussi dans le champ de vue allemand, en fait, on a trouvé 56 objets qui n'appartenaient pas à l'échantillon, qui étaient juste là par hasard, et on a extrait ces objets. Il y a eu également des articles scientifiques qui utilisaient ces objets trouvés par hasard dans le champ. Donc on va vraiment essayer d'extraire toute l'information qu'on peut de ces données pour ensuite se poser différentes questions scientifiques. Alors ici, c'est la collection finale des détections en C2 de Alpine. Donc vous voyez quand même qu'il y a pas mal de détections. Alors ce n'est pas un très grand échantillon, mais on a quand même déjà pas mal de monde. On voit qu'il y a des objets qui sont plus complexes que d'autres. C'est à partir de ça ensuite qu'on va pouvoir essayer de répondre aux questions qu'on s'est posées au départ. Alors, la première chose qu'on a fait en termes d'interprétation scientifique, c'est qu'il y a un objet qu'on a vu, je crois, dans les 20 premiers objets qu'on a regardés, qu'on a dit « Oh là, celui-là, il est super beau, il est extrêmement amusant », et il y a quelqu'un qui s'est motivé à écrire un article assez rapidement dessus. En fait, c'est un objet, ici, vous avez une carte de l'émission, donc là, les contours, c'est l'émission du C2, donc vous avez hop, hop et hop. Et en fait, les codes couleurs ici, c'est pour la vitesse. Donc vous avez un objet ici en vert, à 5 km par seconde, un objet décalé vers le rouge et un objet décalé vers le bleu. Et donc en fait, cet objet-là, c'est une fusion triple de galaxies. Donc vous avez 3 composantes en fait, qui sont en train de fusionner, un décalage vers le rouge de 4,5. Donc en fait, vous voyez une triple fusion de galaxies environ 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Donc ça, c'était un objet assez joli qui vous montrait le potentiel de quelque chose comme Alpine, justement, pour étudier les galaxies. Et également, quelque chose qui n'était pas forcément très clair, c'est qu'on pouvait effectivement voir des fusions majeures et les identifier.
Ensuite, rapidement, en fait, on ne s'est pas contenté de regarder les objets les plus amusants de l'échantillon. L'idée, c'était vraiment d'avoir une approche complète d'échantillon et de faire des études systématiques. Et une des premières choses qu'on a regardées, c'est cette fameuse formation d'étoiles enfouies. Alors en fait, on sait que dans l'univers actuel, les galaxies les plus massives, elles ont tendance à être plus poussiéreuses que les autres. Elles ont une métallicité plus importante, il y a plus d'éléments lourds, plus de poussière, et donc le rayonnement UV s'échappe moins bien. Et ça peut être résumé par ce diagramme. Vous avez ici la fraction de formation d'étoiles obscurcie par la poussière en fonction de la masse stellaire. Donc en gris, ce n'est pas l'univers local, mais c'est un décalage vers le rouge de 1. Donc c'est à mi-chemin entre nous et Alpine. Et vous voyez, donc ici, c'est quasiment 1, c'est éteint. Et ici, l'ultraviolet s'échappe. Et ici, vous avez les points, c'est les objets Alpine détectés, donc qui sont assez hauts. Mais en fait, on a une méthode qu'on appelle d'empilement qui permet d'avoir une mesure moyenne, même si on ne détecte pas tous les objets. Et ici, vous avez en bleu la partie à bas redshift de l'échantillon et en rouge le plus haut redshift. Et vous voyez que sur la partie en bleu, à un décalage rouge de 4.5, vous avez une tendance très forte. Alors, on est plus bas que la tendance à redshift 1, mais par contre, on continue à avoir une fraction énorme de la formation d'étoiles qui est obscurcie. C'est-à-dire que pour les galaxies massives, ici, on a quasiment les 2/3 de l'UV qui est absorbé et réémis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout négliger ça. Après, à 5.5, ça a l'air de se calmer un peu. Mais on a des barres d'erreur énormes, donc finalement, c'est peut-être pas si loin que ça, on est encore compatible avec 50 ou même 60%. Et donc, ça indiquait que, on s'y attendait un peu, mais c'était quelque chose de débattu. Finalement, les galaxies qui sont déjà massives à ces époques-là, alors on parle de galaxies qui font plus que la masse de la Voie lactée 1 milliard d'années après le Big Bang. Donc, ce n'est pas des galaxies très standards, mais que ces galaxies-là, en fait, elles ont déjà de la poussière, et donc, si on veut bien estimer leur formation d'étoiles, il faut avoir accès à l'infrarouge. Alors après, il y a eu plusieurs techniques qui ont été utilisées parce que ce n'est pas une mesure directe, c'est assez complexe à faire. Donc on a utilisé plusieurs techniques pour essayer de se rassurer que les hypothèses des différentes techniques donnent des résultats similaires. Pour estimer finalement le budget complet de formation d'étoiles obscurcies, sachant que sur Alpine, on avait sélectionné des objets qu'on connaissait de l'optique. Donc ça pouvait être encore supérieur si jamais certains objets n'avaient pas du tout d'émission optique. Et en fait, donc, les points en bleu, ici, c'est l'UV, donc la densité de formation d'étoiles en UV, donc le budget total en UV. Et ici, donc, en orangé, c'était ce qu'on savait avant. Les étoiles, c'est une des techniques d'Alpine. L'autre étoile, c'est une autre technique avec Alpine. Et ensuite, les points en rouge, c'est également Alpine. Et en fait, on voit qu'on est à peu près dans cette zone. Alors, on est des très grosses incertitudes, mais il semble qu'on soit en train de croiser en fait, la courbe de l'ultraviolet. Et donc on a égalité entre en gros toute formation poussiéreuse et non poussiéreuse aux alentours d'un décalage vert de rouge de 5 ou 6. Et donc on voit finalement qu'il y a déjà beaucoup de poussière, seulement 1 milliard d'années après le Big Bang. Ça a été très vite dans les galaxies massives, que ce n'est pas complètement négligeable, mais en même temps que c'est pas non plus, ça ne révolutionne pas les chiffres qu'on avait. Donc c'est pas négligeable, mais il n'y a pas non plus de surprise gigantesque. Alors après, si on regarde un peu plus finement, en fait, ce que ça nous dit, c'est que les galaxies massives, on a vraiment besoin de regarder la formation d'étoiles enfouies, et plus on regarde des systèmes normaux, et finalement, plus il y a d'ultraviolet qui sort, et moins on en a besoin. Ce qui tombe bien parce que les télescopes qui vont regarder l'ultraviolet, donc décalés ensuite vers l'optique, comme JWST, sont plus sensibles que ALMA. Donc pour le coup, on s'en sort très bien. Alors ensuite, l'autre chose qu'on voulait regarder, c'était aussi le contenu en gaz, qui était aussi une grosse question qu'on se posait justement sur ces galaxies dans l'univers jeune. Et pareil, c'est des mesures qui sont difficiles, il y a beaucoup d'hypothèses à faire, mais les différents types de mesures qu'on peut essayer de faire nous donnent un résultat qui est relativement cohérent autour de 60%, qui confirme cet aplatissement donc, de la fraction de gaz en fonction du décalage vers le rouge. Donc aujourd'hui, c'est très faible. Et on va vers 60% à redshift 3, donc il y a environ 3 milliards d'années, et après ça semble relativement plat. Et ça c'était intéressant parce qu'il y a une autre quantité qui est à masse stellaire constante, quel est le taux de formation d'étoiles moyen des galaxies, et ça a à peu près le même type de comportement avec un aplatissement autour de décalage vers le rouge de 3, qui n'est pas trop trouvé par les modèles théoriques. Donc ça c'était intéressant de trouver également cet aplatissement pour la fraction de gaz, parce que ça pourrait suggérer, là je mets au conditionnel parce qu'il y a encore beaucoup de travail pour avoir des certitudes là-dessus, finalement le temps caractéristique de transformation du gaz en étoile n'évoluerait pas beaucoup entre un décalage vers le rouge de 3 et de 6, et que finalement ce qui jouerait, c'est un peu la régulation des réservoirs de gaz. Alors la régulation des réservoirs de gaz, c'est aussi quelque chose sur lequel on arrive maintenant à dire quelque chose, ce qui m'aurait paru de la science-fiction il y a 10 ans, je pense.
En fait, on a mesuré le profil moyen en vitesse des galaxies alpines. Donc ici, ce n'est pas un seul objet parce qu'on n'a pas assez de signal, mais en fait, on fait la moyenne de plein d'objets pour voir leur profil moyen. Donc on voit une grosse raie au centre ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un excès à haute et basse vitesse. Et ça a été interprété dans les articles en fait, comme de possibles indices de l'éjection de gaz à des vitesses autour de entre 200 et 500 km par seconde. Et ça, c'est plus à interpréter comme une éjection qui serait due aux supernovas, contrairement aux noyaux actifs des galaxies qui ont tendance à éjecter le gaz beaucoup plus vite. L'autre chose, c'est que les galaxies de l'échantillon alpine, on avait cherché des galaxies qui n'avaient pas aucun indice de noyau actif. Donc, de toute façon, c'est des choses dont on s'attendait à ce que ce soit la formation d'étoiles qui les régule. Et ce genre de diagramme nous pousse à penser qu'effectivement, il y a déjà des systèmes d'éjection du gaz et de régulation. Donc, si vous formez trop d'étoiles, vous allez avoir trop de supernovas et vous allez avoir tendance à perdre du gaz. Alors après, il y a également cet écart entre les raies, entre l'UV et le C+, qui allait également dans le sens de ces éjections et on trouvait des valeurs similaires. Donc, vous voyez, ça reste quand même des choses très fines et subtiles. Là, on peut faire des erreurs d'interprétation, mais en tout cas, c'est la meilleure interprétation qu'on ait trouvée après des mois de discussion. Alors, bien sûr, il faudra du temps pour complètement digérer ça. Peut-être qu'on avait tout faux et peut-être que ça sera confirmé très bien plus tard. Là, on est vraiment dans la science en train de se faire. Alors maintenant, je vais passer encore plus, c'est de la science que l'on va faire, donc on n'a pas fait, ou des questions qu'on se pose, et il va nous falloir en fait des observations supplémentaires pour tenter d'y répondre, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une vision claire des choses. Alors par exemple, une des choses qui nous a beaucoup étonné, c'est qu'on a trouvé des halos de C2 autour des galaxies. Donc l'idée, c'est que vous avez ici en blanc l'émission de la poussière d'une galaxie, et en rouge, c'est les contours du C2. Et en fait, les contours du C2 vont beaucoup, beaucoup plus loin que l'émission du continu. Et si vous tracez un profil, donc ici vous avez le centre et ici vous avez l'extérieur, la poussière, l'émission va décroître très rapidement et le C2 va continuer de façon assez plate et va avoir cette sorte d'émission étendue jusqu'à environ 15 kg par sec de l'objet. Alors ça, c'est quelque chose qui nous a un peu surpris. Alors il y a eu beaucoup de débats. Des gens ont dit que c'est peut-être un artefact de l'interférométrie, donc il y a eu des tests. Il y a eu des gens qui ont dit oui c'est ça, d'autres qui ont trouvé que non, ça marche très bien. Donc il va y avoir des observations pour essayer de confirmer ça. Et d'un autre côté, les théoriciens ont déjà commencé en fait, à travailler pour l'expliquer, donc il y a plusieurs explications possibles. Par exemple, il y a un article de Pizzati et al. Qui est sorti, je crois, il y a la semaine dernière, qui dit que ça pourrait être dû justement aux éjections de gaz dont on a discuté juste avant, et qui finalement, vous avez du gaz qui resterait aux alentours de la galaxie. Françoise, elle pensait plutôt que ça venait finalement de la phase du gaz atomique qui était autour de l'objet, qui avait été enrichi, alors peut-être par ces éjectats. Alors est-ce que ça s'est mixé ou pas entre les deux phases? Ça, c'est quelque chose, je pense qu'on n'a aucune idée aujourd'hui, mais on va finir par comprendre. Et donc vous voyez, ça c'est une question complètement ouverte, et donc cette observation, qu'on ne s'attendait pas forcément, elle va aboutir à la fois à des nouveaux travaux théoriques et également à des futures observations. On va essayer finalement d'aller à des plus grandes sensibilités pour vraiment voir ce qui se passe et comprendre le détail fin de l'origine de cette émission qui n'était pas forcément attendue. Alors, il y a également des questions qui vont se poser sur la physique interne des galaxies, parce qu'Alpine, là, je vous ai montré l'image avec la collection. Pour l'instant, on est à basse résolution, donc en fait, on voit des gros points, mais on n'a pas le détail interne, on ne sait pas vraiment quelle forme on a, et ce n'est pas aussi joli que les galaxies dans l'univers local, où on voit bien les bras, etc. Et en fait, ALMA, pour les objets les plus brillants d'Alpine, en fait, a la possibilité de monter à plus haute résolution angulaire. Alors, il faudra investir beaucoup de temps de télescope, mais c'est faisable. Et l'idée, c'est qu'on a commencé à proposer en fait, d'observer des systèmes à haute résolution. Alors, il y a un groupe concurrent qui en a obtenu 19, un très très gros programme, mais nous, on n'a pas réussi. Mais on a quand même 3 objets qui ont été observés. Il y en a 3 qui devraient être observés dans les mois à venir. Donc voilà, doucement, on va constituer un échantillon des différentes équipes d'environ 25 objets, où là, on va aller regarder le détail des objets. Donc, au lieu de voir une espèce de grosse tâche, d'après les simulations, on devrait voir des choses comme ça. Donc, des structures plus complexes, alors probablement très grumeleuses. Il y avait une présentation de Miroslava Dosojevski il y a quelques semaines qui parlait justement de ces fameux clumps, ces fameux grumeaux. Mais justement, ça va être une façon de voir justement est-ce qu'elles sont turbulentes ou pas, est-ce qu'elles sont plutôt calmes. Et ça va être très complémentaire ce qui est fait aussi avec le JWST. Parce que d'un côté, on va voir le gaz ionisé et de l'autre, on va voir le gaz froid. Peut-être qu'on ne va pas voir la même chose.
Également, ça va permettre d'identifier de façon beaucoup plus claire si vous avez des fusions majeures ou des fusions mineures. Donc là, avec Alpine, on voyait si on a une fusion avec deux gros énormes objets l'un à côté de l'autre bien séparés, on voyait quelque chose. Mais sinon, c'était très compliqué. Alors que là, ces sensibilités-là, même si vous avez une petite galaxie satellite qui est en train de tomber, vous avez une chance potentiellement de la voir et de comprendre que certains systèmes sont peut-être déstabilisés par justement des galaxies qui sont accrétées, etc. Ce qui n'était pas possible de voir avec le programme actuel. Et puis, ça va également permettre de commencer à essayer d'étudier la dynamique de ces objets. Alors, ça peut être compliqué, parce qu'ils ne sont peut-être pas forcément à l'équilibre, mais en tout cas, on pourra voir justement s'il y a des rotations, justement, avec des zones qui se rapprochent, ici en bleu, ou qui s'éloignent de nous, et potentiellement faire des mesures. Donc ça va être vraiment passionnant. Et également, on ne veut pas observer qu'avec ALMA, on veut utiliser d'autres instruments, en fait, parce qu'un des pouvoirs, finalement, aujourd'hui, quand on a des télescopes aux différentes longueurs d'onde, c'est qu'en fait, on va pouvoir combiner les télescopes qui observent aux différentes longueurs d'onde pour avoir des informations différentes, et c'est la combinaison de ces informations qui vont donner finalement un cadre très très riche, où là, on va pouvoir tester les théories, parce qu'on va avoir accès à beaucoup plus de paramètres. Et le JWST qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui était un super cadeau de Noël, il va permettre justement de cartographier ces mêmes galaxies grâce à cette très grande stabilité dans l'infrarouge proche. Alors l'infrarouge proche, c'est vraiment beaucoup plus proche, hein, on est à la frontière du visible, c'est pas les mêmes phénomènes qu'on voit, et ce qu'il va lui voir, c'est la cartographie des vieilles étoiles. Donc on va voir le gaz et la formation d'étoiles avec ALMA, et on va voir les vieilles étoiles avec le JWST. On va voir également d'autres façons de mesurer le taux de formation d'étoiles. Donc ça va être quelque chose d'important parce que mesurer une formation d'étoiles, c'est quelque chose de vraiment pas simple. Et justement, on va pouvoir vérifier que les mesures sont cohérentes les unes aux autres en espérant qu'on n'ait pas trop de mauvaises surprises. Et également, chose qu'on ne pouvait vraiment pas du tout faire dans l'univers distant, c'est qu'on va mesurer ce qu'on appelle la métallicité. En fait, c'est l'abondance des éléments qui ne sont ni de l'hydrogène ni de l'hélium. On appelle métaux un peu tout en astrophysique. Et ça va être important parce que, justement, si on sait combien on a de ces éléments plus lourds dans les différentes régions d'une galaxie, on va pouvoir savoir, mais est-ce que la présence de ces métaux va être liée ou non à la présence de poussière? Donc on va peut-être comprendre des choses sur le lien entre, justement, l'enrichissement du gaz en métaux et, justement, la formation de poussière. Donc il y a des choses passionnantes à apprendre et ce sera le fruit de futurs programmes qui vont suivre cette même boucle. On va se poser des questions fondamentales, on va définir des questions plus précises, définir des programmes, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est quelque chose, un programme observationnel, c'est quelque chose d'assez long et complexe. On est passé finalement de grandes questions astrophysiques jusqu'à des détails d'instrumentation assez fins pour se dire comment est-ce qu'on va observer, etc. Ensuite, il faut analyser des grandes quantités de données, ce qui n'est pas toujours quelque chose de simple. Comprendre nos données, j'en ai pas parlé beaucoup, mais on fait beaucoup de simulations, de tests, de validation pour voir qu'on n'a pas d'artefacts, que nos mesures sont correctes. Et puis ensuite, il y a l'interprétation qui n'est pas toujours évidente. Des fois, on trouve quelque chose et on met du temps à l'interpréter, voire même on n'arrive pas vraiment à trouver une interprétation unique. Et il y a certains papiers où justement il y a une discussion à l'intérieur d'un article où on va dire ça peut être ça, le futur nous dira. Alors, en guise de conclusion, je voulais plutôt faire un peu une ouverture en fait sur l'astronomie aujourd'hui et le fait que pour l'évolution des galaxies, on a une période assez fabuleuse en fait où on est capable maintenant avec le JWST ALMA d'observer les galaxies 1 milliard d'années après le Big Bang, donc quasiment au tout début du phénomène. Et grâce à ce phénomène de décalage vers le rouge, en fait, on a une vision finalement de l'ensemble du scénario de l'évolution des galaxies par l'observation maintenant. Donc on n'est plus dans un cadre où on avait une théorie qui nous dit ce qui se passe dans des temps très tôt et puis ensuite on voit le résultat et on essaie de retrouver l'univers local. On peut voir l'ensemble de cette évolution de façon observationnelle. C'est-à-dire que les modèles qui sont quand même très complexes d'évolution des galaxies, on ne pouvait pas forcément tricher en disant « Ah ouais, mais là, je ne sais pas trop quoi mettre pour l'univers jeune et tout. » On peut aller regarder ce qui se passe, en fait, ce qui est quand même relativement pratique. Et en même temps, la théorie nourrit en fait les observations parce qu'il y a plein de choses dont on pense qu'elles ne se passent pas forcément pareil dans l'univers distant et ça motive des observations pour justement aller vérifier ça. Et donc, en fait, vous voyez, les observations en fait, vont se nourrir de grandes idées qui viennent à la fois de la synthèse de la théorie et des observations qui vont aboutir justement à des programmes d'observation pour tester ce scénario. Mais ensuite, ces observations vont souvent mettre à défaut la théorie ou la confirmer, ou en tout cas poser des nouvelles questions. En fait, on est dans un arbre qui en permanence rebourgeonne vers des nouvelles questions, et je dirais c'est même exponentiel, on a plus de questions qui s'ouvrent finalement qui se ferment. Donc c'est quelque chose qui est assez fascinant. Alors,
Je pense qu'aujourd'hui, à l'ordre 0, on a comme un scénario de base, mais par contre, il y a énormément de détails assez fins, et surtout dans l'univers jeune, où finalement, on n'est pas trop sûr de comprendre ce qui se passe. Et je pense qu'il y a 1 ou 2 décennies là qui arrivent où on va probablement comprendre énormément de choses. Et donc, voilà, on va observer le cosmos. Et donc, maintenant, quand vous voyez des astronomes ont trouvé une galaxie à telle époque, etc., c'est tout ce processus et toute cette chaîne en fait, qui a eu lieu pour arriver à ce résultat. Je vous remercie de votre attention.